Bienvenue à tous dans cet entretien spécial en marge de la 16e édition du Forum Meddays qui se tient ici à Tanger sous la thématique de la résilience et de la souveraineté vers un nouvel équilibre mondial. Et on ne peut pas parler de résilience et de souveraineté sans évoquer un élément vital et un des enjeux majeurs de notre ère, l'eau. Le sujet a fait objet de débat lors des multiples sessions, une des multiples sessions organisées donc en marge de cette édition des Meddays. Le stress hydrique est une réalité aujourd'hui que traverse malheureusement le Maroc aussi, aux côtés d'autres pays africains subissant les effets du changement climatique. L'importance est donc capitale. Il faut savoir que l'eau est d'une importance capitale pour le Maroc. Au plus haut niveau de l'État, les appels de Sa Majesté le roi Mohamed VI à conserver, à préserver cette ressource ont été multiples et aussi à créer de nouvelles opportunités à travers des eaux alternatives, dont le dessalement de l'eau de mer. Il faut savoir aussi que c'est au Maroc que s'est tenu à Marrakech en 1997 le premier forum mondial de l'eau. C'est dire l'importance que revêt cette ressource vitale au Maroc depuis plusieurs générations maintenant. Et il se trouve que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour. Tout d'abord, rappelons l'historique du Conseil mondial de l'eau et le rôle de cette institution comme acteur de la gestion de cette ressource. Vous avez mentionné Marrakech en 1997. J'y étais. Et j'avais été impressionné par la capacité d'organisation du Royaume du Maroc en un temps record de ce premier Forum mondial de l'eau. Le Conseil mondial de l'eau a été créé 2 ans auparavant. C'est une jeune organisation dans l'histoire contemporaine. Alors, c'est la voix, avec un X, la voix de l'eau. Du moins, nous essayons de l'être, pour dire non seulement aux dirigeants politiques, aux responsables économiques, mais aux populations tout entières, l'eau est une priorité. Pourquoi ? On pourrait se dire, mais tout le monde sait que l'eau est une priorité. Reportons-nous 25 ans, 30 ans en arrière, ça n'était pas le cas. J'ai eu pour premier slogan « les robinets avant les fusils ». Malheureusement, même aujourd'hui, les fusils passent souvent avant les robinets. Alors j'ai changé de paradigme et j'ai dit « l'eau potable avant le téléphone portable ». Et malheureusement, aujourd'hui, je cite l'exemple d'un pays africain, le Tchad, qui a la population, il y a à peu près 70%, pays très pauvre, 70% de la population a un téléphone, 11% d'accès à l'eau potable. Donc voilà notre combat pacifique pour justifier ce slogan « Water is politics », l'eau c'est politique. Les solutions, nous les avons, nous les connaissons, les ingénieurs nous les apportent même à l'avance. Mais nous devons convaincre notamment les politiques qu'il faut placer, comme on le dit en anglais, l'eau tout en haut au-dessus de l'agenda. Le continent africain compte près d'1 milliard d'habitants aujourd'hui et l'eau devient de plus en plus, vous avez parlé de l'eau avant le fusil, l'eau redevient source de conflits aujourd'hui en Afrique. Est-ce que les conflits et les tensions liées à la ressource sont en augmentation ? Je ne vais pas être aimable avec les journalistes. Je vais dire que les guerres de l'eau, dont j'entends parler depuis plus de 30 ans, ne sont pas vraiment une réalité. Vous avez raison, il y a des tensions. Vous avez raison, il y a parfois des conflits locaux. De là à dire qu'il y aura des guerres de l'eau, c'est un pas, à mon avis, qu'il ne faut pas franchir pour inquiéter les populations. L'exemple le plus récent de grande tension, c'est la construction du barrage Renaissance en Éthiopie, qui a évidemment surchauffé les esprits en Égypte. Le Conseil mondial de l'eau est intervenu sur ce sujet, nous avons été intermédiaires. J'ai été au fin fond de l'Éthiopie voir ce barrage, je voulais comprendre. Le malentendu, il est intéressant à évoquer parce qu'il se reproduit ailleurs. Les Éthiopiens ont fait un barrage pour l'énergie. Les Égyptiens considèrent que c'est un barrage pour l'eau et que l'eau leur manque. Et donc à partir de là, on n'est pas dans haut énergie même combat, on est dans haut énergie conflit, tension. Je suis assez optimiste sur le fait que les choses sont en train de
les esprits sont en train de se calmer et nous ne sommes pas loin d'un accord qui permettra de faire en sorte que l'Égypte, qui perd actuellement environ 1 milliard de mètres cubes d'eau par an, retrouvera progressivement ce volume, indépendamment des divagations climatiques. Et à part dans ce point focal, il n'y a pas d'autres foyers de tension liés à l'eau, notamment Oui, il y en a, bien sûr. Il y en a eu que nous avons eu à traiter entre la Turquie, l'Irak et... Sur le continent africain, je veux dire. Sur le continent africain, beaucoup moins. Et il y a aussi des exemples de bonnes pratiques. Il faut parler de ce qui marche. J'y arrivais, mais allez-y. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un peu plus de 2 ans, Sa Majesté, quand elle est arrivée, un jour, j'étais à Marrakech, on me dit « Sa Majesté veut vous parler ». Très honoré, je mets mon costume et je dis « Oui, mais il est à Tanger, il vous envoie son avion ». Voilà, parti, j'arrive à Tanger, et Sa Majesté, avec une modestie, une gentillesse qui m'affecte encore beaucoup, me dit « Je crée un grand prix de l'eau à la mémoire de mon père, qui s'appellera le Grand Prix Hassan II de l'eau, qui est aujourd'hui un peu le prix Nobel de l'eau. Et je demande au Conseil mondial de l'eau de l'héberger dans les forums mondiaux. » Ainsi fut fait. Et à Dakar, il y a 2 ans, avec le ministre Nizar Baraka et tout le jury, nous avons attribué le Grand Prix de l'eau à l'organisation du fleuve Sénégal. Et pourquoi ? Parce que c'est un exemple de bonne pratique. Dans un contexte politique difficile, eh bien, sur la gestion du fleuve, personne n'a jamais mis en tension. C'est une gouvernance partagée et elle est assez remarquable. Donc, sur le Congo, sur le Niger, vous avez de temps en temps des petites frictions, mais c'est plutôt une gestion partagée, une gestion heureuse. Donc, le Nil, en dehors de cela d'ailleurs, fonctionne, enfin les choses fonctionnent parfaitement. Donc, on a plus de bonnes solutions. Il y a plus de trains qui arrivent à l'heure, comme on dit, hein, et dont il faut parler. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui déraille ou qui arrive un peu tardivement. Ça, c'est un aspect des choses qui est évidemment très important, parce que à quelle menace faisons-nous face ? On parle du climat, on parle peut-être un peu trop du climat. Et du fait, on en oublie les autres problèmes. Je disais à l'instant, devant le public de Meddays, que la démographie est un sujet essentiel. Je citais l'exemple de Tanger, je citais l'exemple de Kinshasa, où la population en 20 ans a été multipliée par 2,5. Vous vous rendez compte, sans être spécialiste, qu'il faut des masses d'eau considérables pour que le peuple ne soit pas assoiffé, pour produire la nourriture, pour faire en sorte que l'épuration soit faite correctement. Vous savez, nous avons un triptyque, la santé, la nourriture et la nature. Et on l'oublie souvent, la nature. C'est-à-dire que nous avons tendance à gaspiller un peu. Nous avons tendance à oublier qu'il faut un bon équilibre naturel entre l'eau pour l'humain et l'eau pour la nature. Donc voilà notre rôle qui est de faire en sorte que, à l'échelle de la planète, les gens se rencontrent, qu'il y ait des échanges sur les bonnes pratiques de l'eau, qu'on soit là aussi quand il y a des tensions pour essayer de prêcher ce que j'appelle la paix de l'eau. De prêcher aussi la voie de l'eau. Pour finir, j'aimerais bien qu'on évoque ce point important et cette équation qui donne du fil à retordre à plus d'un expert. C'est la demande avant l'offre ou vice-versa ? Politique de l'offre ou politique de la demande. Pour prendre une expression consacrée du français, les deux, mon général. Cela veut dire que nous n'avons pas le choix. Dans le futur, et dès aujourd'hui, nous devons produire plus d'eau. À travers le génie des ingénieurs, dessaler, vous l'avez mentionné, l'eau, réutiliser l'eau, rendre visible l'invisible, ça veut dire mieux gérer le souterrain, organiser des transferts de l'eau. Sa Majesté a eu le mot d'autoroute de l'eau, au moins tout le monde comprend. Et d'autres choses encore. Donc,
nous allons mettre à disposition beaucoup plus de masse d'eau vers les populations du monde entier. Et ça, on ne l'évitera pas. Pourquoi ? Les populations augmentent, les niveaux de vie augmentent, et quand votre niveau de vie s'améliore, vous consommez plus d'eau. Le touriste augmente. Un touriste consomme 4 à 5 fois plus d'eau qu'un résident. Et je peux multiplier les exemples. Et donc, et plus de nourriture à produire. Donc, il faut produire plus. En même temps, il faut s'efforcer à base constante de consommer moins. C'est la fameuse sobriété dont on parle aujourd'hui un peu partout. Ça veut dire gérer mieux, avec le digital, le numérique, un mélange harmonieux d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle, et puis faire évoluer les comportements. Alors, si vous dites à un paysan du Mali qui n'a que 10 litres d'eau par jour qu'il faut être sobre, il va vous regarder un peu de travers. Mais un Américain, jusqu'à il y a peu, consommait 750 litres d'eau par jour, tous ses usages. Un Européen, 180 à 200, un peu moins ici au Maroc. Donc nous allons faire beaucoup plus attention. Et c'est la même chose pour l'électricité. Et d'abord parce que les coûts augmentant, les factures sont plus importantes à payer et le citoyen fait naturellement. Mais nous prônons, j'ai eu l'occasion de le dire, de le proposer au Forum de Bali il y a quelques mois, nous souhaitons que dorénavant les États s'engagent sur des programmes d'éducation dans le secteur primaire et secondaire sur l'eau et l'accès à l'électricité. J'ai bien dit l'électricité et pas l'énergie exprès, parce que les problèmes quotidiens des populations, c'est l'eau, c'est l'électricité, avant la nourriture et la santé. Donc il y a un énorme effort de vulgarisation, de conviction, pour que la rencontre que vous évoquez entre la demande et l'offre ne soit pas déséquilibrée et qu'on puisse garantir pas à pas l'accès à l'eau et à l'assainissement à l'ensemble des populations mondiales. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous sommes très optimistes. Et très optimiste aussi, vous êtes, Monsieur Fauchon, sur peut-être, parce que vous avez parlé du Maroc comme exemple de bonne pratique, sur cet exemple-là et comment il peut déteindre sur d'autres pays frères africains. J'ai dit il y a quelques instants, mais ce n'est pas la première fois quand je suis ici au Maroc, pour le savoir-faire, vous êtes en Champions League. Pour le faire savoir, vous êtes dans la division en dessous. Je dis aux jeunes Marocains, sachez mieux ce que vous faites, regardez vos voisins. Quand vous dites voisins, si vous pouvez préciser... Je vous laisse, en fonction de la géographie... Après, vous laissez les téléspectateurs aussi. Je vous laisse apprécier en fonction de la géographie. Mais des voisins, vous en avez plusieurs, et puis c'est pas seulement la proximité. Prenons l'Afrique dans son ensemble. Le Maroc est en tête. Le Maroc est en tête pour l'accès à l'électrification. Le Maroc est en tête pour l'accès à l'eau. Il y a encore des efforts à faire pour l'assainissement en milieu rural. Et les récentes décisions prises pour créer des sociétés régionales multifonctions vont aller dans ce sens. Et donc je dis aux Marocains, oui, vous êtes un peu parfois comme les Français, vous bougonnez, mais soyez fiers. Sur le dessalement, sur le recyclage, couplé aux énergies alternatives comme l'éolien et le solaire, vous êtes très en avance. Et vous êtes un exemple, pas seulement pour l'Afrique. Il y a dans quelques jours à Rabat les Atlantic Dialogues. Malheureusement, j'étais invité, je ne pourrais pas y participer, mais il y a un jeu très positif de dialogue à établir entre l'Amérique latine et l'Afrique, et notamment le Maroc. Et la diplomatie marocaine dans le domaine de l'eau, voulue par Sa Majesté, ce que moi j'appelle l'hydrodiplomatie, qui prend une importance de plus en plus grande, fait que le Maroc sera à l'avancée des innovations, pas seulement technologiques, mais également en matière de gouvernance et en matière de financement. Loïc Fauchon, merci beaucoup. Water is definitely politics. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Conseil mondial de l'eau. C'était un plaisir de vous interviewer, monsieur. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet entretien spécial que nous avons réalisé en marge de la 16e édition du Forum Med Days qui se tient donc à Tanger. Merci de nous avoir suivis
Très bonne suite des programmes.